Si personne ne peut acheter de maison, alors qui va les acheter? C'est une question simple, presque naïve. Et pourtant, c'est l'une des questions économiques les plus dangereuses de notre époque. Parce qu'aujourd'hui, on nous répète tous la même chose. Les prix sont trop hauts. Les jeunes ne peuvent plus acheter. L'immobilier va forcément s'effondrer. Mais malgré tout ça, les prix ne baissent pas. Alors posons la vraie question. Si la majorité des gens est exclue du marché, pourquoi le système tient encore debout? Partie 1. L'illusion de l'accessibilité. Commençons par les faits. Selon une étude de Redfin, en 2022, seulement 21% des maisons vendues aux États-Unis étaient considérées comme abordables pour un ménage moyen, contre 60% un an plus tôt. En un an, l'accessibilité s'est effondrée. Et pourtant, les maisons continuent de se vendre. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas le prix d'une maison. Le problème, c'est qu'il y a encore le droit d'acheter. Partie 2. Prix vs salaire, le découplage. Entre 2020 et 2023, le prix médian d'une maison est passé d'environ 230 000 $ à plus de 330 000 $, pendant que les salaires, eux, ont augmenté lentement, très lentement. Ce décalage crée une illusion dangereuse. Si je travaille plus, j'y arriverai. Mais en réalité, l'immobilier avance à la vitesse du capital. Les salaires avancent à la vitesse du temps. Et le temps est toujours perdant face au capital. Partie 3. Le vrai mur, l'apport. On parle souvent du prix total. Mais le vrai filtre, c'est l'apport initial. CNLA National Association of Realtors. Les primo-accédants mettent en moyenne 6 à 9% d'apport. Pas 20%, comme on l'imagine, mais 9% sur une maison à 330 000 $. Ça représente près de 30 000 $ en cash. Et si tu n'as pas déjà du capital, tu n'es même pas autorisé à jouer. Le marché immobilier ne récompense pas le travail. Il récompense l'argent déjà existant.